Bon, dire que The Big Lebowski est un film culte, je pense que c'est un euphémisme. C'est un film que probablement la plupart d'entre vous ont déjà vu, mais restez quand même, je vais essayer de dire des choses intéressantes. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Film très connu, et pourtant à sa sortie, ça n'a pas forcément été le succès que l'on peut imaginer. En fait, le film, il a un petit peu déstabilisé. Mais il faut dire que déstabiliser, c'est un peu la marque de fabrique des films des frères Cohen. Depuis le tout départ, chacun de leurs films va dans une direction très différente de ce qu'ils ont fait précédemment. Ce qui fait qu'il a toujours été très difficile pour les critiques et pour le public de catégoriser un peu leur travail. Ce qui est une constante dans leurs films, c'est la volonté de reproduire un style, d'imiter, je dirais, un certain courant, une certaine époque, un certain auteur aussi parfois. Et bon, on va voir en quoi The Big Lebowski s'inscrit complètement dans cette mouvance. S'il a été particulièrement surprenant, ce film, c'est parce que donc, les frères Cohen, leur film précédent, c'était en 1996, Fargo. Fargo, qui a été un succès monstrueux. Il les a amenés aux Oscars. Et pour le coup, Fargo, c'était un film qui se reposait énormément sur, je dirais, l'envie de dépeindre la violence dans ce qu'elle a le plus banal. Et ça se faisait à travers une dépiction de paysages du Minnesota extrêmement calme, extrêmement placide, des plaines enneigées. Et du coup, il y avait un côté un peu quasi existentialiste dans le film, de réfléchir à quelle est quelles sont les origines du mal, etc. Malgré tout l'aspect comique qu'il peut y avoir dans Fargo, et que je ne néglige pas, parce que finalement, la métaphysique du mal chez les Cohen, ça reste la bêtise. Et bam, après Fargo, 2 ans plus tard, 1998, The Big Lebowski. Et là, c'est un film qui est quasi cartoonesque, de la comédie pure et dure. Et bah ça, c'est vrai que ça paraît un petit peu déroutant, surtout que c'est assez difficile finalement de cerner de quoi parle The Big Lebowski. This could be a lot more complex. I mean, it might not be just such a simple, you know? What in God's holy name are you blathering about? Laissez-moi quand même, pour les quelques-uns qui ne l'auraient pas vu, vous raconter un petit peu de quoi parle le film. Alors le film, il décrit un personnage qui se fait appeler The Dude, dont le vrai nom est Jeffrey Lebowski. Et un jour, en rentrant du supermarché, le Dude se fait agresser par 2 malfrats dans son appartement. Les 2 malfrats l'attendaient et réclament l'argent qu'il leur doit. Parce que sa femme aurait accumulé des dettes et donc les 2 malfrats viennent récupérer cet argent. Le problème, c'est que le Dude n'est pas marié, il n'a pas de femme, et en fait, il s'avère que les 2 malfrats se sont trompés de Jeffrey Lebowski. Il a un homonyme, et cet homonyme est une espèce de millionnaire vivant dans un manoir, et dont effectivement, la femme beaucoup plus jeune que lui, a tendance à être un petit peu volage et à faire un certain nombre de dépenses. Et de là va partir une intrigue assez rocambolesque où donc les deux Lebowski, et donc le Dude et Jeffrey Lebowski vont se rencontrer. Jeffrey Lebowski va confier une mission de la plus haute importance parce que sa femme se fait kidnapper et donc il faut donner une rançon au kidnappeur. Bref, on rentre petit à petit dans une espèce d'intrigue policière où finalement le Dude se met à jouer plus ou moins le rôle d'un détective privé et ça va dans beaucoup de directions. Je vais m'arrêter là un peu dans le résumé du film, parce que c'est pas facile, honnêtement. I know you're mixed up in all this, dude. Et ça, c'est vraiment un côté un peu déroutant. Qu'est-ce que c'est comme film? Est-ce que c'est une comédie policière? Et effectivement, le comique, il est là à absolument tous les niveaux. On rit du début à la fin de ce film. C'est vraiment hilarant. Pourtant, je dirais que beaucoup de spectateurs vont s'arrêter à cet aspect-là. Le film est drôle, il raconte une enquête policière sympathique et il est à mourir de rire. Fin. Et c'est en ça, je pense, que The Big Lebowski a acquis vraiment sa réputation de film culte. Et le personnage du Dude est à mourir de rire. Les répliques sont très très bien écrites. Le personnage est drôle, il est sarcastique.
Where's the money, Lebowski? Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead? It's down there somewhere. Let me take another look. Don't fuck with us. Mais bon, vous me connaissez un petit peu, j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus loin, parce que, en fait, The Big Lebowski, si c'est vraiment un grand film, c'est parce qu'il est beaucoup plus que cela. Et pour comprendre ce qu'il est, j'ai envie de m'attacher un petit peu à un aspect en particulier, qui ne sautera pas forcément aux yeux si on n'est pas au courant. Cet aspect, c'est qu'en fait, le film est adapté d'un roman. Mais bon, vous me connaissez un petit peu, j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus loin, parce que, en fait, The Big Lebowski, si c'est vraiment un grand film, c'est parce qu'il est beaucoup plus que cela. Et pour comprendre ce qu'il est, j'ai envie de m'attacher un petit peu à un aspect en particulier, qui ne sautera pas forcément aux yeux si on n'est pas au courant. Cet aspect, c'est qu'en fait, le film est adapté d'un roman. Alors, je dis que ça saute pas aux yeux parce qu'effectivement, ce n'est pas crédité. Bon, on va dire, parce que les frères Cohen n'indiquent pas leur source, non. Mais The Big Lebowski est certes adapté d'un roman, mais c'est une adaptation très 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 libre. Tellement libre qu'il n'y a quasiment rien du matériau original dans le film. Alors, le roman, il s'agit du roman Le Grand Sommeil, The Big Sleep, de Raymond Chandler. Alors Chandler, c'est un des grands auteurs du roman noir américain, avec James Cain et Dashiell Hammett. Et d'ailleurs, il faut noter que Cain et Hammett sont deux romanciers que les Cohen ont déjà attaqués dans leur filmographie. James Cain en particulier avec Blood Simple, leur premier film, qui lui non plus n'est pas une adaptation, mais qui semble être, je dirais, presque l'adaptation d'un roman que Cain n'a pas écrit, mais qu'il aurait pu écrire. Et Dashiell Hammett, ils s'y sont attaqués assez frontalement, mais là encore en inventant une histoire que Hammett n'a pas écrite, avec Miller's Crossing. Mais donc, avec The Big Lebowski, il s'attaque au Grand Sommeil, qui est un livre très important dans la littérature américaine, parce que c'est le roman où Raymond Chandler introduit un personnage qui sera récurrent dans son œuvre, qui est le personnage du détective Marlowe. My name's Marlowe. General Sternwood wanted to see me. Yes, Mr. Marlowe. Will you come in, please, sir? Alors c'est un détective privé qui est particulièrement marquant, et ce parce que il est assez différent des figures des privés jusqu'à présent. L'inspecteur, sombre, sérieux. Non, Marlowe n'est pas tout ça. Marlowe, c'est l'homme de son époque. Marlowe, il fume, il joue, il boit, il aime les femmes. Bref, on n'est pas du tout dans un personnage austère. C'est un personnage qui a beaucoup d'autodérision, qui a un humour assez cinglant, qui a un grand sens de la répartie. Bref, c'est un personnage qui est très très charismatique et qui est assez, je dirais, emblématique de l'homme américain en 1940 à Los Angeles. Eh bien justement, c'est quelque chose que les Cohen vont reprendre directement dans The Big Lebowski, avec le Dude. Le Dude, il est décrit dès le départ comme l'homme de son temps. Well, he's the man for his time and place. He fits right in there. And that's the Dude in Los Angeles. C'est l'homme américain de 1990. Ce n'est pas un héros, ce n'est même pas un anti-héros, c'est vraiment un homme banal. Et d'ailleurs, cette banalité, ça permet une certaine projection en fait du spectateur en lui. Projection qui par exemple va être marquée dans une scène où un personnage arrive vers lui et le salue, sauf qu'il le fait en regard caméra. Hello, dude. Thanks for coming. Souvent les Cohen filment les dialogues de l'intérieur, mais là, cette scène en particulier, ça permet une identification complète du spectateur au Dude. Le Dude, c'est nous. Le Dude, c'est l'homme normal à Los Angeles en 1990. Alors l'Américain de 1990, je dirais qu'il est marqué énormément par un contexte sociopolitique très particulier. Alors déjà, la première chose, et j'en parle tout de suite parce que c'est littéralement dans les 2 premières minutes du film, c'est la guerre en Irak. Parce que vraiment, comme je l'ai dit, dans les premières minutes du film, on voit dans un supermarché un écran de télévision avec George Bush parlant de sa position par rapport à l'Irak.
On pourrait dire, bon, c'est juste, c'est juste 5 secondes dans le film. Oui, c'est 5 secondes dans le film, mais ces 5 secondes, elles montrent quelque chose d'important. Parce que la phrase dite par Bush, elle va être reprise quelques minutes plus tard par le Dude lui-même, quand il va parler de l'agression qu'il a subie, et en particulier, moins de l'agression que du fait qu'un des malfrats ait uriné sur son tapis. Et il va utiliser quasi mot pour mot les termes de Bush. Il va juste à peine les modifier pour que bien sûr ça ait l'air plus dans le style du Dude que dans le style d'un homme politique, mais quand même, il s'est complètement approprié la phrase. No, I do mind. The dude minds. This will not stand, you know? This aggression will not stand, man. Et ça, on va le revoir à de nombreuses reprises dans le film. Il y a une certaine porosité, en fait, par rapport au milieu social, en fait, au milieu social et politique, et en particulier par rapport à cette question de la guerre en Irak. Cette guerre en Irak, elle va infuser l'inconscient du Dude jusqu'à lui faire apparaître Saddam Hussein en propriétaire de bowling dans ses rêves. Jamais le film parle frontalement de la guerre en Irak. Il reste toujours dans le sous-jacent. Contrairement, par exemple, à la guerre du Vietnam, qui a marqué le personnage de Walter, et ce personnage est obsédé par le Vietnam, il en parle tout le temps. Smokey, this is not Nam. Not Nam, of course. This Walter, fucking I whore don't see any could waltz connection around with town. Vietnam, man. Well, there isn't a literal No, connection, Walter, dude. face it, there isn't any connection. There's one thing I learned in Nam. Look, Larry, have you ever heard of Vietnam? I mean, Nam was a foot soldier's war, whereas this thing should, you know. In your wisdom, Lord, you took him. As you took so many bright, flowering young men at Khe Sanh, at Londoc, at Hill 364. What was that shit about Vietnam? Oh, dude, I'm sorry. What the fuck does anything have to do with Vietnam? Dude, I'm what sorry. the fuck are you talking about? Dude, I'm sorry. La guerre en Irak, c'est plus subtil. On est vraiment dans quelque chose qui fait partie de l'inconscient et qui trouble les personnages à l'intérieur, sans que nécessairement ils aient besoin d'en parler pour que ce trouble existe. Autre point sur l'américain, tel que représenté par le Dude, je dirais que c'est un américain qui vit dans une société où la signification n'est plus si importante que ça. Ce qu'on remarque dans The Big Lebowski, sans forcément le remarquer à première vue, mais c'est un revisionnage qui rend ça très clair, c'est que les personnages répètent en boucle les mêmes phrases tout au long du film. Vraiment, ce sont des phrases qui sont répétées, et ce qui les vide complètement finalement en fait de leur signification, qui les vide complètement de leur substance. Ces phrases, elles semblent être juste une espèce de moyen de communication vide de sens en fait. Les personnages ne cherchent pas à les comprendre, ils les utilisent comme ça parce que tout le monde le fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est censé dire beaucoup sur la société américaine et que l'on voit énormément dans le personnage du Dude. See what happens, Lebowski? You see what happens? You see what happens, Larry? You see what happens? Maintenant, quelles autres caractéristiques on peut retrouver chez le personnage du Dude? Alors, j'ai envie de parler d'une certaine confusion idéologique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Dude, déjà, c'est un personnage qui se présente comme une sorte d'ex-hippie ou de post-hippie, c'est pas comment on peut appeler ça, un personnage profondément pacifiste. Et pourtant, le personnage est très ambigu. Certes, il est pacifiste, mais c'est quelqu'un qui va s'énerver très très facilement. Hein. Et d'ailleurs, il y a une scène où le Dude est en train de s'énerver auprès de son ami Walter, et Walter lui répond « Mais moi, je suis calme. C'est toi, Dude, qui n'es pas calme. » Just take it easy, man. I'm perfectly calm, dude. Yeah, waving the fucking gun around? Calmer than you are. You just take it easy. Calmer than you are. Et ça, finalement, c'est assez intéressant, parce que ce personnage du Dude, c'est un personnage qui est justement tout en opposition idéologique. C'est un personnage qui aimerait être pacifiste, mais qui vit dans une société qui est tellement violente qu'il ne peut pas rester calme, qu'il ne peut pas rester pacifique, qu'il ne peut pas rester en dehors de tout ça. Et d'ailleurs, même s'il a envie de rester en dehors de la vie et juste fumer des joints et boire des White Russians et jouer au bowling, il va se retrouver vraiment plongé dans le vrai monde, comme si, malgré son envie d'être à l'écart, il ne pouvait pas être à l'écart.
Il va y avoir aussi une certaine confusion idéologique par rapport à l'évolution en fait de la société. La société des années 90, telle que représentée dans le film, c'est une société qui est en pleine transition. Et cette transition, elle n'est pas forcément particulièrement comprise par le Dude. Et en particulier, il y a deux aspects qui sont énormément traités dans le film. Un de ces aspects-là, c'est l'aspect de l'assimilation à la société américaine. Donc des étrangers qui arrivent aux États-Unis et qui deviennent américains. C'est naturellement un des fondements de la société américaine. Enfin, les États-Unis sont un pays qui a été peuplé par l'immigration et qui est toujours peuplé par l'immigration. Et le Dude semble avoir une position qui est finalement très ambiguë par rapport à ça. Quelque chose qui est assez amusant, c'est que donc The Big Lebowski, le film, est peuplé de personnages au nom étranger. Donc on voit bien finalement en fait cette immigration en fait qui est à l'œuvre. Commençons par Lebowski. Lebowski qui est clairement un nom absolument pas à consonante anglophone. I don't like your jerk-off name. Son ami Walter Sobchak, qui est un catholique polonais converti au judaïsme. You're fucking Polish Catholic. What the fuck are you talking about? Il y a Donny Kerobatsos, si je ne dis pas de bêtises, donc nom grec. Leurs adversaires, au bowling, Jesus Quintana, O'Brien. Nobody fucks with the Jesus. Il va y avoir le détective privé, Daffino. My name is Defino. I'm a private snoop like you, man. On va y avoir les anarchistes allemands, avec en particulier Uli Kunkel. He believes in nothing. He believes in nothing, Lebowski, nothing. L'asiatique Wu. Bref, vraiment un film peuplé d'immigrants. Et la position du Dude par rapport à ça, elle est en particulier cristallisée dans son rapport aux Asiatiques. Là encore, c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément à première vue, mais qui est très très intéressant à analyser. Alors, finalement, le premier Asiatique auquel on est confronté dans le film, c'est Wu, donc un des deux malfrats qui viennent chercher l'argent chez le Dude au début du film. C'est une apparition très intéressante, parce que ce personnage de Wu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va uriner sur le tapis. Alors déjà, en plus d'avoir un nom assez cliché, il va uriner sur le tapis. Et le Dude va tout de suite commenter que ça, c'est une action animale. Il va utiliser le terme housebroken, qui est un terme qui s'applique aux animaux, en fait, et pas aux humains. He looks like a fucking loser. Hey, at least I'm housebroken. Donc ça, tout de suite, ça pose vraiment le contexte où le Dude va être confronté à cette espèce de rejet finalement de l'asiatique. Et il va continuer, plus tard, il va parler de ce fameux Wu, Walter, en le désignant sous le terme de Chinaman. The Chinaman who peed on my rug, I can't go give him a bill. Ce sur quoi Walter va bondir et va lui rétorquer que Chinaman n'est pas un terme qu'il devra utiliser, il devra utiliser Asian American. Also, dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American, please. Et là, le Dude lui répond très spontanément: il a pissé sur mon tapis, ce n'est pas le bon immigré qui a construit les chemins de fer. Walter, this isn't a guy who built the railroads here. This is a guy. What the fuck are you Walter, he peed on my rug. He peed on the dude's rug. Et c'est très intéressant finalement que le personnage du Dude, qui est censé représenter une certaine ouverture d'esprit, finalement, il a un discours qui est quand même un discours assez réactionnaire et assez hostile en fait. Il y aurait le bon immigré, le bon Asian American d'un côté et le mauvais immigré, le mauvais Chinaman de l'autre. Et justement, en fait, comme presque pour corroborer, pour introduire encore plus de troubles dans la vision du Dude, en fait, énormément des immigrés qui sont présentés en fait dans le film sont des immigrés qui n'ont pas du tout réussi leur intégration à la société américaine. Il y a les anarchistes allemands, il y a Jesus Quintana qui est décrit comme aimant un petit peu trop les enfants. He's a sex offender with a record. He did 6 months of Chino for exposing himself to an 8-year-old. Bref, des personnages qui n'ont pas du tout réussi leur entrée en fait dans la civilisation américaine. Et ce qui renforce vraiment le trouble du Dude. Un autre aspect de la société américaine qui va troubler le Dude, la place de la femme. Le Dude, comme l'américain des années 90, de cette période post-reaganienne, qui sort juste d'un conservatisme extrême, voudrait avancer avec une vision plus libérale. Mais en même temps, cette vision plus libérale le trouble un petit peu. Et le Dude va en particulier être très troublé par la figure de Maud Lebowski, qui l'identifie directement.
Maud Lebowski, qui est la fille de Jeffrey Lebowski, le millionnaire, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ont à comprendre tous ces noms et tous ces liens, c'est compliqué, mais peu importe, Maud Lebowski, donc, c'est une artiste à l'engagement féministe extrême, qui est très inspirée par des figures féministes réelles. Et elle décrit dès le départ son art comme un art vaginal qui va énormément troubler les hommes. My art has been commended as being strongly vaginal, which bothers some men. The word itself makes some men uncomfortable. Vagina. Et on a l'impression effectivement, le dude est troublé par ça. Il est troublé par la figure de Maud Lebowski, qui est une figure forte, qui est une figure quasiment castratrice. Et le thème de la castration, c'est un thème récurrent du film. And tomorrow we come back and we cut off your Johnson. Excuse me? I said we cut off your Johnson! D'ailleurs, c'est un thème qui est amené par les anarchistes allemands, qui menacent de castrer le dude. Et quand le dude fait un rêve de ces anarchistes en train d'essayer de les castrer, il porte des ciseaux géants, et ces ciseaux géants sont en fait présents chez Maud Lebowski. Et c'est vraiment une espèce de tissu de référence. Donc ces ciseaux, ils sont présents derrière Maud Lebowski. Donc en fait, on comprend bien que plus que la castration par les anarchistes allemands, le dude a peur de la castration par la figure de la femme forte, la femme féministe, la femme libérée, qu'est Maud Lebowski. Jeffrey. Maud? Cette crainte par rapport à une féminité assumée, elle va de pair avec une sorte de, je dirais, de doute par rapport à sa propre masculinité. Et ce doute, il arrive dès le générique d'introduction, avec cette chanson The Man in Me, qui accompagne la partie de bowling et qui accompagne ce générique. Et d'ailleurs, je vous invite vivement, si vous revisionnez The Big Lebowski, à vraiment prêter attention aux chansons. Chaque chanson porte vraiment un sens très, très fort. Je vais peut-être en parler plus tard, je ne sais pas trop, parce que déjà la vidéo commence à être longue maintenant. Mais bref, donc The Man in Me, c'est vraiment l'interrogation d'un homme qui aimerait trouver l'homme en lui, comme le dude, qui est pas particulièrement, comme dire, dans le stéréotype de l'homme viril, typiquement par rapport à Walter, qui est cette espèce de montagne, de violence, et le dude, il est pacifiste, il aime pas trop la bagarre, il a les cheveux longs avec sa petite barrette. Bref, il n'est pas du tout dans un stéréotype très masculiniste, très viriliste. Et du coup, malgré tout, il essaye de trouver une certaine forme de masculinité, il essaye de se positionner. Il n'y arrive pas, mais il essaye. Et ça, c'est vraiment un thème qui est très récurrent dans la filmographie des Coen. Prêtez-y attention, la plupart des films des frères Coen, tous, si je ne dis pas de bêtises, interrogent une certaine masculinité et vraiment mettent à mal cette image de l'homme fort. Et justement, jouent beaucoup avec le dépassement de la figure de l'homme viril, hétérosexuel, etc. Mais bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, en tout cas, je reviens donc à mes propos initiaux, c'est que le dude, il vit justement dans un trouble idéologique, où il ne sait pas trop comment se positionner par rapport à cette libéralisation de la société, aux problèmes sociaux qui vont se poser, typiquement avec l'immigration, avec la place des femmes, etc. Mais le dude, il est positionné entre un certain conservatisme et des idées progressistes. Et c'est très intéressant de voir en fait ce trouble qui est finalement assez synonyme d'une société qui est en pleine mutation. Dernier point sur le dude, la question du fait que le dude soit un loser. Dès le départ, le dude est décrit comme un loser. He looks like a fucking loser. Et cette question du loser, elle est très importante parce qu'elle s'oppose à un autre mot qui est encore une fois répété en boucle pendant le film, qui est le mot de achiever. Et en fait, le film semble nous décrire une espèce de dichotomie dans la société américaine entre les losers qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans la société et les achievers qui ont acquis un statut social. Et tous les personnages du film, en fait, essayent d'être un achiever. Et la question, c'est est-ce que le dude, c'est un achiever ? Cette question, dès le départ, on dit que non. En fait, le dude, c'est un fucking loser. Mais là, les Coen ont un petit trait de génie. Mais là, les Coen ont un trait de génie.
Et là, ils utilisent la filiation entre le détective Marlowe de Raymond Chandler et le personnage du Dude. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand les malfrats disent au Dude que c'est un loser, l'un des deux vient d'uriner sur le tapis. Et le Dude, lui, il est assis sur la cuvette des toilettes, comme un roi sur un trône, avec son peignoir, comme une cape, avec ses lunettes de soleil. Et il semble dominer complètement la scène. Et il fait un petit jeu de mots qui montre qu'il est complètement au-dessus de tout ça. En fait, le Dude, et c'est ça sa force finalement sur les autres personnages, c'est que le Dude, c'est un personnage qui ne cherche pas à dépasser son statut de loser. Il ne cherche pas à être un achiever. Comme il le dit lui-même, take it easy. Take it easy, dude. Oh, yeah. I know that you will. Yeah, well, the dude abides. C'est sa position dans la vie. Juste prendre les choses telles qu'elles viennent, gérer les problèmes quand ils sont là, mais ne pas chercher à être gourmand. Il le dit, il n'est pas gourmand. Et même par exemple, quand il va réclamer un nouveau tapis à Jeffrey Lebowski parce que son tapis a été souillé, il justifie ça, non pas parce qu'il a envie de rouler un homme riche, mais en fait simplement parce que le tapis tied the room together. All the dude ever wanted was his rug back. Not greedy. Really tied the room together. Et en cela, il va s'opposer à une galerie de personnages particulièrement grotesques, en fait, et qui vivent tous qui essayent tous de vivre le rêve américain. Clairement, les personnages de Toby Glebowski, ils cherchent le succès, ils cherchent la réussite. On leur a dit que tout était possible, mais ils n'y arrivent pas. Et ce rêve américain, il va se traduire par exemple, Bunny, la femme de Jeffrey Lebowski, qui est une jeune femme venue de la campagne qui se marie à un vieillard fortuné pour pouvoir vivre une vie de luxe. Ces anarchistes qui sont en fait en quête de succès musical et également d'argent, jusqu'à se mutiler pour gagner de l'argent. Et moi, qui me fait mourir de rire, parce que les frères Coen, en fait, ils se moquent beaucoup de ça. Ils se moquent beaucoup de ça, justement, en opposant tous ces personnages au Dude. Ces personnages faits de faux sons blancs, des amateurs, comme le dit Walter, But they're amateurs. qui cherchent à trafiquer la réalité pour se hisser socialement, face au Dude qui ne cherche pas à trafiquer la réalité, qui prend juste les choses telles qu'elles viennent, et qui est lui-même. Et donc ce personnage dont je vous parlais, c'est Jackie Treehorn. Jackie Treehorn, c'est un producteur de films pornographiques. C'est un personnage qui est lui aussi inspiré directement d'un personnage du roman de Chandler, qui était un libraire qui vendait des livres érotiques. Et donc Treehorn, lui, son rêve, il a vraiment des théories très avancées sur le futur de la pornographie. Le cerveau étant l'organe érogène principal. Mais en fait, le Dude lui fait remarquer que, déjà non. Well, I still jerk off manually. Et surtout, on l'avait vu bien avant, quand il voit un film qui est produit par Jackie Treehorn. Le film est minable en fait. Le film est très loin des ambitions futuristes et avancées artistiques de Treehorn. C'est un film pornographique bateau que le Dude a déjà vu 1000 fois et il le fait remarquer encore une fois par un sarcasme. My name is Carl, ich bin expert. You must be here to fix the cable. Lord, you can imagine where it goes from here. He fixes the cable. Donc voilà, la société américaine dans laquelle vit le Dude, c'est une société qui cherche à s'élever, mais qui n'y arrive pas. Et du coup, quand on n'arrive pas à s'élever, on ment. Et la société du The Big Lebowski, c'est une société qui est faite de mensonges. Il y a d'ailleurs un dernier point par rapport à la dépiction de la société américaine à travers The Big Lebowski que je trouve particulièrement intéressant. Et pour vous l'expliquer, j'aimerais d'abord faire une petite incursion dans le monde de Fargo, le film précédent, 1996. Donc Fargo, c'est connu, s'ouvre sur un message disant que les faits relatés dans le film sont inspirés de faits réels. Or, il s'avère que non, c'est un mensonge. D'ailleurs, dans le générique, c'est indiqué que le film n'est absolument pas inspiré de faits réels et décrit des événements complètement fictifs. Du coup, en faisant ça, les Coen avaient semé le trouble entre la réalité et la fiction. Dans The Big Lebowski, ils font l'inverse. Parce qu'en fait, énormément des anecdotes, énormément des scènes présentées dans le film
sont des scènes qui ont réellement eu lieu. Et elles ont eu lieu avec une personne particulière qui s'appelle Jeff aussi, comme Jeffrey Lebowski, donc comme le Dude. Et ce personnage, c'est Jeff Dowd, un producteur américain. Et donc cette personne, ce producteur était connu pour être assez haut en couleur. Hein. Et du coup, les Coen se sont inspirés d'énormément d'anecdotes qui lui sont arrivées. Et c'est les anecdotes qui paraissent les plus folles dans le film. Le vol de la voiture, retrouver le devoir d'un adolescent sur la banquette arrière de la voiture volée. La confrontation avec cet adolescent dans le salon familial avec le père dans un poumon artificiel dans le fond. Enfin, c'est des anecdotes qui ont réellement eu lieu, aussi fou que ça puisse paraître. Et justement, je trouve ça très intéressant dans la démarche des Coen de ne jamais les avoir explicitement mentionnés. On peut voir le film en ignorant cet aspect. Mais quand on connaît cet aspect, on voit à quel point les Coen ont envie de nous décrire en fait la réalité américaine dans ce qu'elle a de plus folle. Ils nous décrivent une société des années 90 complètement folle, sans aucune limite. Et c'est assez jouissif. Et au milieu de ça, le personnage du Dude est effectivement complètement à sa place. C'est le personnage de la situation. Bon, et une des caractéristiques également de la société américaine qui est montrée par les Coen, et là en utilisant un rapport avec le livre, je vais vous expliquer, c'est une certaine trivialisation finalement des rapports, et en particulier via l'argent. Alors l'argent obsède tous les personnages, hein. Tous les personnages veulent s'enrichir. We want some money, Lebowski. Yeah. Mais là où ça devient dramatique, c'est quand cet enrichissement il se fait sur le dos des morts. Hein. Parce qu'à la fin du film, un des amis du Dude va perdre la vie. Et le fait est que ce personnage n'avait pas une importance si grande auparavant dans le film. Et là, d'un coup, son décès semble prendre toute la place. Ça prend complètement le pas sur le reste, comme si ce personnage, en fait, on avait loupé un de ses rôles. C'est un personnage qui était sans arrêt invité à se taire. C'est un personnage qui n'avait pas à être là. So you have no frame of reference here, Donnie. You're like a child who wanders into the middle of a movie and wants to know... Walter. Donnie, please. You know. Forget it, Donnie. You're out of your element. Shut the fuck up, Donnie. 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 Et donc à son décès, le Dude et Walter décident de le faire incinérer et de disperser ses cendres dans l'océan Pacifique, parce qu'il était surfeur. Et là, il y a donc la confrontation avec l'agent des pompes funèbres qui essaye de leur vendre une urne à $180 en leur disant qu'ils n'ont rien de moins cher. Hein. Alors, c'est très drôle, l'échange. Est-ce que finalement, les deux personnages décident, pour ne pas payer sur $180 en question de principe, d'amener eux-mêmes leur contenant, et le contenant, c'est une espèce de boîte de conserve achetée au supermarché du coin. Ce qui est... c'est assez à mourir de rire, c'est assez sinistre, hein, c'est de l'humour noir, mais moi ça me fait beaucoup rire. Mais il y a beaucoup plus. Comme toujours, The Big Lebowski, c'est un film à plusieurs niveaux de lecture. Et là, dans cette scène, il y a un niveau de lecture qui est son lien avec le roman de Chandler. Je disais, le roman de Chandler s'appelle The Big Sleep. Et le fameux grand sommeil du titre, c'est la mort. Parce qu'à la fin du roman, tout comme il y a la mort de Donnie qui arrive et qui apporte une réflexion sur la mort, à la fin du roman, Marlowe découvre que le personnage qu'il avait essayé de retrouver pendant toute la durée de l'histoire, en fait, ce personnage, il est décédé et son corps repose au fond d'un puits de pétrole dans le jardin du général qu'il a engagé. Et justement, à ce propos, Marlowe va avoir une réflexion sur la mort et donc sur le grand sommeil et va prononcer cette phrase. Qu'est-ce que ça peut faire où on vous met quand vous êtes mort ? Phrase très désabusée hein, dans le cadre du roman de Chandler. Et dans le film des frères Coen, peu importe, vu que vous êtes mort, on peut vous mettre dans une boîte de conserve après tout. Pourquoi pas ? Bref, ça aussi c'est une des forces du film. Arriver à dialoguer comme ça, à faire dialoguer le livre et le film. Et si vous avez aimé le film, encore une fois, je vous incite très vivement à lire le livre, à voir l'adaptation qui a été faite de ce roman, l'adaptation fidèle, et vous verrez vraiment The Big Lebowski avec un regard complètement nouveau. Bon, la vidéo est 2 fois plus longue que ce que je voulais, mais je ne peux pas ne pas conclure cette vidéo en parlant d'un autre genre qui est présent dans The Big Lebowski. Et ce genre, c'est
le western. What? Oui, effectivement, The Big Lebowski emprunte énormément au western. Et quand on voit les premières images du film, il est bien impossible de déterminer que le film ne sera pas un western, mais bien une comédie policière. Autant dans le choix de la musique, dans l'accent du narrateur, dans les mots qu'il utilise, enfin pour parler de Los Angeles. Way out west, there was this fella I want to tell you about. Tout réfère au western. Et ça pose une question. Pourquoi les Coen ont voulu faire une référence au western d'un film qui était déjà si plein de références et si compliqué, si alambiqué? Eh bien ça a un sens. Et ce sens, il est détenu par le personnage du narrateur, donc qu'on entend au début du film, et qu'on va voir en personne s'incarner dans le bowling, au milieu du film et à la fin du film. Ce personnage, c'est vraiment le cow-boy typique avec la moustache, le chapeau, etc. Ce personnage donc qui est crédité comme l'étranger, c'est un personnage qui va interagir directement avec le Dude sans interférer avec son histoire. Et c'est un personnage qu'on comprend que le Dude ne connaît pas. Il le découvre juste à l'occasion de ces deux échanges. Échanges pendant lesquels l'étranger essaye de lui donner une petite leçon via un dicton. Sometimes you eat the bar and much obliged. Sometimes the bar, well, he eats you. That's some kind of Eastern thing? Mais c'est tout, c'est la seule interaction que le Dude a avec cet homme. Cet homme qui pourtant regarde l'histoire du Dude avec une certaine tendresse, et en admettant lui-même qu'il ne la comprend pas, cette histoire. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire qui ne font aucun sens pour lui, qu'il n'arrive pas à saisir. Lui n'agirait pas comme ça. Then there was a lot about the dude that didn't make a whole lot of sense to me. And a lot about where he lived, likewise. L'étranger, c'est un personnage qui vient d'une Amérique qui n'existe plus. C'est un personnage qui représente un passé qui est certes un peu fantasmé, mais qui est présent et qui aimerait comprendre le nouveau monde. Comme le Dude, d'ailleurs, essaye de comprendre la nouvelle société dans laquelle il vit, qui a évolué depuis sa jeunesse. Et ce personnage de l'étranger, il est très important, parce qu'il marque une sorte de passage de flambeau de l'ancienne Amérique vers l'Amérique contemporaine. Et d'ailleurs, quand à la fin, le Dude récite le dicton au barman, nous, en tant que spectateurs, on est content. On comprend que la boucle est bouclée. You know, sometimes you eat the bar and sometimes, you know, hey man. L'Amérique des années 1990 a accepté son passé. Elle a accepté les enseignements de son passé. Et en même temps, de même, l'Amérique du passé, elle accepte les changements de la société. L'ancienne Amérique, elle est prête à passer le flambeau à la nouvelle. Parce que l'étranger, il admet lui-même radoter. Et il dit alors qu'il est content de savoir qu'il y a un nouveau Lebowski en route. Et en parlant de nouveau Lebowski, il ne parle pas du Dude, mais de l'enfant que va avoir le Dude. L'étranger, c'est l'Amérique du passé. Le Dude, c'est l'Amérique du présent. Et l'enfant, ça va être une nouvelle société américaine qui n'est pas encore écrite et à laquelle le Dude va devoir placer le flambeau, de même que l'étranger a passé le flambeau au Dude. Et je pense que c'est ça finalement la conclusion en fait du film, la conclusion de The Big Lebowski. The Big Lebowski, ça raconte comment l'héritage américain se construit en fait, de génération en génération, comme finalement une sorte de justification des procédés postmodernes des frères Coen. On se base sur le passé pour construire le présent. On respecte le passé, même s'il le détourne, même s'il s'en écarte complètement. À aucun moment le film ne se moque ou ne renie l'héritage de Chandler. C'est un héritage qui a été accepté, qui a été digéré et qui a permis d'aller à une génération suivante d'artistes. Et de même, il y aura une génération suivante qui succédera à The Big Lebowski. Don't get up. Bigfoot and smashed on my door. Come on. Et voilà tout pour cette vidéo. C'était une très longue vidéo, plus longue que ce que je pensais. Et encore, j'en avais une version encore plus longue avant. Une vidéo sur un film qui est très connu. C'est vrai que ça change sur ma chaîne où je parle quand même de films relativement niche en général. Mais ça m'a fait très plaisir parce que c'est un film
que j'adore vraiment sincèrement, et je sais que beaucoup de gens l'aiment aussi, mais j'avais vraiment envie en fait de livrer un petit peu cette analyse pour aller peut-être un peu plus loin que de voir The Big Lebowski comme une bonne comédie. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Enfin, j'attends vos retours pour savoir si c'est problématique ou si au contraire vous aimez bien ces formats un peu plus longs, ou que je parle de choses plus connues pour rentrer plus dans les détails, plutôt que de présenter des films moins connus mais rester un peu à la surface. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine riche en découvertes cinématographiques et je vous dis à bientôt.